Et on va passer maintenant au théorème de l'intervalle de fluctuation, qui est une conséquence du théorème de Moivre-Laplace, et qui nous dit la chose suivante. Donc on va prendre toujours xn, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, et cette fois-ci on ne va pas s'intéresser à xn en soi, mais à grand Fn, qui est égal à la fréquence d'apparition des succès en fait, qui est égal à xn sur n. Donc par exemple, si généralement xn, donc il dénombre les succès, sur n expériences, xn divisé par n va représenter la fréquence des succès. Alors, le théorème nous dit que la limite de cette probabilité vaut 1 moins alpha. Alors, elle est un petit peu complexe parce qu'on a rajouté u alpha ici, que nous avons déjà vu en cours, mais peut-être que vous ne vous rappelez plus ce que c'est que u alpha. Alors, on va reproduire 3 courbes classiques de loi normale centrée réduite. Et dans la première ici, donc on a sélectionné une aire de 0,90 qui correspond aussi donc à une probabilité de 0,90. Et pour une loi normale centrée réduite, la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre moins 1,64 et 1,64 fait 0,9. Si on augmente un petit peu donc cette aire pour aller à 0,95, cette aire ou cette proba, c'est la même chose ici, eh bien on obtient comme borne moins 1,96, 1,96, et si on va à 0,99, on obtient moins 2,570, moins 2,576, on dit moins 2,58 aussi, hein, et 2,58. Donc ces 3 valeurs sont à connaître, particulièrement la valeur du milieu. Il faut vraiment la connaître, cette valeur du milieu. Il faut savoir refaire cette petite courbe-là, et placer ici moins 1,96, 1,96, et savoir que ça correspond à une aire, une proba de 0,95. Ça, il faut vraiment bien la connaître. Les autres sont souvent donnés au bac quand on en a besoin. Mais celle-ci, il faut la connaître. Alors, tout ça pour dire quoi? Où est le U alpha? Où est le alpha là-dedans? Donc en fait, 1 moins alpha, c'est la probabilité. Donc ici, 1 moins alpha vaut 0,9. Dans le deuxième, 1 moins alpha vaut 0,95. Et dans le troisième, 1 moins alpha vaut 0,99. On en déduit donc la valeur de alpha. C'est 0,1, 0,05 et 0,01. Alors, une interprétation de alpha, puisque 1 moins alpha vaut 0,9, on voit bien que alpha, c'est le complément de 0,9. C'est-à-dire, en fait, c'est la probabilité de ne pas être dans la zone bleue. Donc, c'est d'être dans la zone blanche à gauche ou à droite. C'est ce qu'on appelle souvent l'erreur, donc, ou le risque. Le risque de ne pas être à l'intérieur donc de la zone bleue. Donc on a un risque de 10% ici, de ne pas être dedans. Dans la deuxième, le risque il est de 5%, il est de 2,5% à gauche et à droite. Et dans la troisième, il est de 1%, donc un demi% à gauche et un demi% à droite. Donc alpha, c'est le risque. Donc risque de 10% ici, risque de 5%, risque de 1%. Et pour en revenir à U, on dit U alpha. Donc pour la première, pour une probabilité de 0,9, le alpha vaut 0,1, donc on parle de U indice 0,1. Le U indice 0,1, donc c'est 1,64. Voilà à quoi correspond le U alpha. Donc il faut se rappeler de ça. Donc vous pouvez reproduire ces 3 petits croquis sur votre cahier. Alors on va faire la démonstration, elle n'est pas très difficile, bon elle est un peu lourde, mais elle n'est pas très difficile en soi. Donc la démonstration de ce théorème, elle est basée sur le théorème de Moivre-Laplace, bien sûr, qu'on avait vu précédemment. Donc je rappelle ce théorème, quelles que soient les réels A et B, on a la limite de cette probabilité avec xn qui est égale à p de z compris entre A et B. Avec z, bien sûr, une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Alors on va transformer en fait cette probabilité, donc la limite de cette probabilité, on va la transformer pour arriver à cela. Donc je rappelle que Fn, ça va être xn sur n,
Donc en fait, il faut que j'isole xn. Il faut avoir xn ici, puis après on le divisera par n à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire tout doucement, on va isoler xn. Donc pour ça, on va se séparer de la fraction avec la racine carrée. Donc je vais multiplier a, le membre de gauche et le membre de droite, par racine de np1 moins p, ce que j'ai fait ici tout simplement. Donc ça, c'est pas très dur. Après, on va se débarrasser du moins np. Donc on va additionner, on va rajouter np à chacun des membres de l'inégalité, ce qui est fait ici. Et enfin, on va tout diviser par n, ce que nous avons fait ici, et on va pouvoir remplacer xn sur n, bien sûr, par fn. Et ici, on va faire une petite manip, comme on a racine de n divisé par n, ça va nous donner, bon, la racine carrée de n va se simplifier en haut, il va rester racine carrée de n en bas. Voilà, c'est ce qu'on vient d'écrire. Et enfin, on va remplacer A et B respectivement par moins U alpha et plus U alpha. D'accord, c'est ce qu'on écrit là. Donc on obtient ceci. Et P de Z comprend entre moins U alpha et plus U alpha. Si vous vous rappelez du petit graphique ici, P de Z comprend entre moins U alpha et plus U alpha, ça nous donne cet R qui est égal, par convention d'écriture, à 1 moins alpha. Donc on va pouvoir remplacer ici cette probabilité à droite, là, de Z comprend entre plus ou moins alpha, plus ou moins U alpha, on va la remplacer par 1 moins alpha. Et cela démontre le théorème que nous venons d'annoncer. Donc ce n'était pas très difficile. Bon, c'est juste une grosse formule à manier, mais elle se manie relativement bien. Alors, le théorème, c'est bien, mais l'application, c'est encore mieux. Donc, on va appliquer ce théorème. Alors, c'est le même état d'esprit que pour le théorème de Moivre-Laplace, hein, puisqu'en fait, il dit la même chose que le théorème de Moivre-Laplace, mais exprimé différemment. Donc, on va avoir les mêmes conditions. On va, par contre, dans la plupart des cas, on va prendre alpha égale 0,05. Et donc, U alpha sera égal à 1,96. Et dans le cas de l'application du théorème de Moivre-Laplace, si vous vous rappelez, on doit avoir n qui doit être plus grand que 30, n fois p et n fois 1 moins p plus grand que 5. Donc on reprend ces conditions, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à apprendre. Et donc, on va dire que dans ce cas, donc on va identifier cette probabilité, la limite ici, on va juste dire que quand n est assez grand, eh bien la limite de cette probabilité coïncide avec cette probabilité. Et donc cette probabilité coïncide avec 1 moins alpha. Donc Fn va appartenir à cet intervalle-là. Hein, c'est ce qui est dit ici. Hein. Fn appartient à l'intervalle qu'on vient d'écrire. C'est exactement la même chose que cela. Donc il appartient à cet intervalle avec une probabilité de 1 moins alpha qui vaut ici 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Donc il faut l'apprendre par cœur, cet intervalle. C'est un peu pénible, mais c'est pas non plus impossible. Et en fait, cet intervalle, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Donc 95%, vous avez bien compris, c'est relié à cette probabilité-là. Si jamais on demande l'intervalle de fluctuation asymptotique à 99%, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut prendre alpha égale 0,01 et on parlera donc de U indice 0,01 qui, je vous le rappelle, est écrit ici, vaut 2,58. Donc on aura un intervalle plus large. Hein. Donc plus le pourcentage est élevé, plus l'intervalle s'élargit. Et quand on prend 100%, on prendra toutes les valeurs. Donc ce sera R1 l'intervalle. Voilà. Donc une fois qu'on a ces conditions d'application, c'est comme ça qu'on fera dans la pratique. Alors ça permet, notamment dans l'industrie, quand on a une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, on aime bien savoir les valeurs possibles. Les valeurs que peuvent prendre cette variable aléatoire. Typiquement, si je joue 1000 fois au dé, j'aimerais bien connaître ma fréquence de 6. Mais ma fréquence de 6, plausible. On sait que l'espérance, le nombre de 6 moyen, on va dire, si je lance 1000 fois mon dé, c'est 1000 fois 1 sixième. Mais je sais que je vais avoir un nombre de 6 qui va être peut-être un peu plus grand que cette valeur moyenne, ou un peu plus petit, mais de combien plus grand, hein?
sachant que 1000 sixièmes, donc ça fait 500 tiers, ça va donner 166, donc on a à peu près 166 fois le 6, mais je peux avoir 180 fois le 6 ou 170 fois le 6, ça semble plausible. Mais jusqu'où on peut aller? Quelle est la borne supérieure raisonnable et la borne inférieure raisonnable pour dire que mon dé, finalement, il est normal? Ça va être un critère dans l'industrie pour déterminer si un phénomène est normal ou pas. Parce qu'en fait, on va dire que s'il est fréquent, il est normal. S'il n'est pas fréquent, il n'est pas normal. Bon, c'est assez arbitraire, on peut se tromper en faisant ça, mais ça a quand même la vertu de donner un critère. Bien. Donc on ne le fera pas avec Xn, on le fera avec la fréquence des Xn, donc avec Xn sur n. Je rappelle ici qu'on parle de Fn. Alors prenons un exemple concret. On va imaginer qu'on est une entreprise, alors c'est les grands exemples classiques. Donc dans une entreprise de 1200 personnes, si on suppose que la probabilité d'employer une femme est de 0,5, donc c'est-à-dire si on suppose que l'entreprise vérifie la parité, mais si on veut être tout à fait honnête, il faut être sûr que les candidats qui se présentent, en fait, il faudrait, pour être très précis dans l'énoncé, dire que quand un candidat se présente, il y a une chance sur deux que ça soit une femme. Voilà, parce que c'est pas sûr. Hein, il y a des métiers en médecine, par exemple, dans les hôpitaux, la parité n'est pas du tout respectée, puisqu'il y a beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui demandent ce type d'emploi. De même, j'imagine que dans l'industrie automobile, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc il faudrait pour ça être sûr que les gens qui demandent, qui posent candidature, soient effectivement à parité. Hein. Donc on est dans ce cas-là. Donc pour savoir si le DRH suit ou pas la parité, ben, on va faire des calculs pour déterminer cela. Alors déjà, on va demander l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% de la fréquence des femmes dans l'entreprise. Ben donc, il faut refaire toute la rédaction classique. Hein. Donc, on est en présence d'une expérience aléatoire. On suppose que c'est le hasard, hein, que le choix est fait au hasard finalement. Donc, c'est une expérience aléatoire à deux issues possibles. Deux points. Donc, employer une femme ou son contraire, qu'on répète donc 1200 fois de suite de façon indépendante. Ceci constitue, vous avez l'habitude, un schéma de Bernoulli. Bien. Soit grand X, donc la variable aléatoire représentant le nombre de femmes dans l'entreprise. Je dis une schéma, c'est un schéma dans l'entreprise. Alors, d'après le cours, grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 1200 et p égale 0,5. Voilà. Alors, on pose grand F égale x sur 1200. Et donc, alors, avant de parler de l'intervalle de fluctuation asymptotique, il faut être sûr d'être dans les conditions d'application. Donc, ici, on a n égale 1200. Donc, n est supérieur ou égal à 30, largement. De plus, n fois p est égal à 1200 fois 0,5, ce qui nous donne 600. Et c'est aussi n facteur d'un moins p.
passage. Donc, NP est supérieur à 5 et N-P aussi. Nous sommes dans les conditions d'application du théorème de l'intervalle de fluctuation asymptotique qui est, alors on va donner cet intervalle, I égale, donc là il faut citer l'intervalle du cours, il faut le recopier. Alors je vais faire le petit malin, je vais prendre ça. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, quand je relis ça, U alpha, j'aurais pu le remplacer directement par 1,96 ici. Puisque on l'avait sa valeur. Donc vous pouvez recopier à la place 1,96, ce serait quand même plus joli. Voilà, donc j'ai l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors il faut le calculer à la machine. On va prendre 3 décimales. Ainsi, I égale, donc on va prendre la machine, 0,5 moins 1,96 multiplié par, alors en fraction, on a au numérateur racine carrée de P fois 1 moins P, donc ici 1 moins P ça vaut aussi 0,5, bon j'aurais pu ne pas mettre la racine carrée, divisé par racine carrée de N, donc ici 1200. Voilà. Donc j'ai cette première valeur et je copie-colle et je remplace le moins par un plus pour avoir la deuxième valeur. Donc, alors ici il faut faire attention puisque on sous-entend en fait, puisqu'on ne va pas avoir exactement un intervalle à 95%. D'accord, on va souvent utiliser un intervalle de au moins 95%, donc on accepte un intervalle plus grand et pas plus petit. C'est-à-dire que la borne inférieure ici, vous pouvez la prendre un petit peu plus à gauche pour étendre l'air et la borne supérieure un petit peu plus à droite. C'est-à-dire que cette valeur-là, il faut prendre la valeur par défaut et celle-ci par excès, pour étendre un petit peu plus l'intervalle et non pas le réduire. Donc, je vais prendre 4 décimales, donc 0,4717, et je coupe. Si j'avais pris 3 décimales, j'aurais pris 0,471, puisque c'est une valeur par défaut à gauche, et à droite, ce serait une valeur par excès. Donc, si je prends 3 décimales, je prends 0,5283. Si je prends 4 décimales, pardon, et si je prends 3 décimales, j'aurais dit 0,529. Alors, je vais prendre 4 décimales. Donc 47,17 et l'autre 0,5, on a dit 283. Voilà. Voici notre intervalle de fluctuation asymptotique, donc avec une probabilité de 0,95 ou 95%. Voilà, on a répondu à la question, on est content. Et enfin, deuxième question, il y a 513 femmes, alors est-ce qu'ils respectent la parité ou pas? Donc là, il suffit de regarder si la fréquence avec 513 femmes est ou non dans cet intervalle. Donc on a, on va l'appeler petit f, égale 513 sur 1200, ça c'est la fréquence des femmes. Combien ça nous donne? Eh bien, on va tout de suite le voir. On va prendre 4 décimales, mais ça tombe juste. 0,4275. 0,4275. Alors, est-ce que f est dedans ou pas? Eh bien, on constate qu'il n'est pas dans l'intervalle i. 0,4275, il est avant. Donc, le DRH, le directeur des ressources humaines, ne respecte pas la parité.
si tant est que les CV arrivaient avec une probabilité de 0,5 pour les hommes et les femmes. Voilà, donc il aurait fallu prendre un petit peu plus que 513. Alors on peut déterminer le nombre minimum de femmes hein, pour dire qu'il respecte la parité. Donc il suffit de prendre de cette fréquence et de la multiplier par 512, par 1200, pardon. On peut le faire, hein, c'est rigolo. 0,4717 multiplié par 1200. 1200, ça nous donne 566,04 femmes. Donc à partir de 567 femmes. Et au maximum, voilà, au maximum 633 femmes, voilà. Ou 634, hein, si on étend un peu l'intervalle. Voilà, il ne faut pas qu'il dépasse ce chiffre-là, et il ne faut pas qu'il soit en dessous de 567 femmes. Voilà pour cet exercice. Donc cet exercice termine l'intervalle de fluctuation. Il ne restera plus qu'à voir l'intervalle de confiance, mais qui ressemble beaucoup à ce que vous avez dû voir en seconde, on le reverra. En attendant, je vous propose de faire cet exercice-là, s'il veut bien venir. Voilà. Cet exercice-là, qui est donc le premier des annales du bac, Amérique du Nord, mai 2019, dans lequel on a donc un exercice qui commence par de la loi normale, et vous voyez ici, il y a un échantillon, et on demande l'intervalle de fluctuation asymptotique, et on demande, suite à cet intervalle, de prendre une décision, est-ce qu'on doit réviser la machine ou pas, donc en gros, est-ce normal ou pas, est-ce que la fréquence appartient ou pas à notre intervalle pour dire que c'est normal ou pas, est-ce qu'on doit réviser ou pas la machine. Il y a une partie B que vous pouvez faire aussi, peut-être qu'on a dû la faire dans l'année, celle-ci, elle est classique, donc ça termine par un petit arbre, bon, il y a 2 questions, c'est quand même, ça fera une bonne révision. Voilà, donc faites-le pour demain. Donc je rappelle, Amérique du Nord, mai 2019, exercice 1, dont je donnerai la correction. Et après, on fera l'intervalle de confiance, mais qui tombe assez rarement le jour du bac. Hein. Ça tombe une fois tous les 2-3 ans et encore. Voilà, je vous souhaite bon courage.